ce week-end. Charles, on y était. Comment tu vas, Charles? Ça va très bien, j'ai eu le temps de me reposer et toi? Ouais, bah moi aussi j'ai eu le temps de me reposer. Ça a été dur samedi, rentré tard le soir. Et on est aussi avec Maxence. Comment ça va? Bon, ça va très bien et toi? Ouais, ça va aussi, bah merci. Au sommaire de l'émission du jour, on va faire un retour sur les actualités de la semaine, un retour aussi sur le Vélo d'Or, une cérémonie du coup à laquelle on était en salle en presse, en tant que presse, en tant qu'invité. Et après on aura un débat ou plutôt une émission sur les Français. Quels Français il faudra suivre l'année prochaine? Ce sera la question qu'on se posera en fin d'émission. En tout cas, on est parti pour la première partie de cette émission. Remco Evenepoel souffre de nombreuses fractures après sa chute cette semaine. Dis-nous en plus, Maxence. Bah oui, la semaine dernière, pour rappel, Remco Evenepoel, donc double champion olympique, il était à l'entraînement, hein, une journée banane pour un cycliste professionnel. Et puis bah, il a été percuté par un usager de la route qui ouvrait sa porte sûrement sur un parking. Et puis donc ça lui a fait un mur devant lui. Donc il est tombé, conduit à l'hôpital d'Anderlecht. Et puis ouais, assez impressionnant quand même parce qu'on se dit c'est quand même assez dangereux de s'entraîner alors que bah, c'est quand même un double champion olympique. Donc tout le monde peut être touché, quoi. Il y a son équipe, la Quick Step et lui-même ont annoncé qu'il visait quand même le Giro, hein. Ouais, bah, j'espère pour lui qu'il va pouvoir se remettre en marche et puis bien se préparer pour le Giro parce que c'est quand même le premier grand tour de la saison. Donc bah, on espère pour lui qu'il va bien se rétablir et puis bah, qu'il évite trop de chutes parce qu'il les enchaîne, hein. C'est vrai qu'il les enchaîne après le Tour de Lombardie en 2020 et cette année encore sur le Tour de Catalogne, le Tour de non, le Tour du Pays Basque. C'est ça. Avec Jonas Vingegaard. Bref, il les enchaîne effectivement. Il y a Patrick Lefebvre qui a réagi suite à sa chute. Ouais, il a dit, donc il n'a pas mis longtemps avant de réagir, il a annoncé que de tels incidents se produisent malheureusement 5 fois par jour et les gens ne font pas attention et ouvrent leurs portières. Et donc il a aussi confirmé que son vélo à Remco, il a été brisé en deux pas avec la puissance du choc. Donc ça montre quand même que le choc a dû être assez violent. Mais même si, bon, on sait que les vélos maintenant, ils cassent quand même assez facilement, on le voit quand même. Mais ouais, vélo cassé en deux, quoi. Et oui, on avait vu les images en milieu de semaine. On vous avait d'ailleurs informé directement le jour même de cet incident sur nos réseaux sociaux que vous pouvez aller suivre dès maintenant. Merci Maxence et on passe à la fin de la Ligue des Champions en cyclisme sur piste avec Charles. Et oui, samedi, c'était la dernière des 5 manches de l'UCI Track Champions League. En sprint masculin, c'est Harry Lavressen, le récent vélo d'or des disciplines olympiques qui s'est imposé. Chez les femmes, c'est la jeune Alina Litsenko, 21 ans, qui a dominé la discipline. Et en endurance, c'est Dylan Bibic et l'intouchable Cathy Archibald qui remportent cette édition. Et pendant cette dernière manche, il y a eu une chute vraiment impressionnante, hein. Oui, malheureusement, pendant la demi-finale du Keirin, une grosse chute de concurrentes Probster et Cathy Marchand se sont percutées et sont passées par-dessus la barrière qui faisait 1m40. Probster a rien, les supporters aussi, mais Cathy Marchand s'est fracturé le bras. Donc on espère un bon rétablissement à elle aussi. Ouais, on lui souhaite un prompt rétablissement et c'est vrai que c'était une chute à vitesse réelle. En plus, elles allaient très très vite. Elles étaient aux alentours de 65-70 km. Ouais, c'est de 60 ou 65, ouais. Ouais, c'est une chute à vitesse réelle qui était très très impressionnante. On vous invite à aller regarder les images. Voilà. On va passer à la deuxième partie, une partie qui nous concerne plutôt pas mal vu que vendredi dernier on a été accrédité pour le Vélo d'Or, une occasion incroyable, une cérémonie qui a fait l'unanimité. Nous, on l'a vécu, donc on l'a trouvé plutôt bien. Qu'est-ce que tu en as pensé devant ta télé, Maxence? Oh bah, c'était top. Enfin, c'est cool aussi de remercier comme ça, de faire une cérémonie avec des grands cyclistes qui se retrouvent. Mais après, je trouve qu'il a manqué d'autres grands coureurs. Je trouve qu'il y avait quand même pas mal de coureurs français, j'ai envie de dire, d'anciennes légendes, mais ça manque un peu comme au Ballon d'Or, si on peut comparer, d'avoir d'autres grands joueurs
Bah, par exemple, d'autres grands coureurs, du coup, comme des coéquipiers de Pogacar qui l'ont bien aidé quand même toute la saison, des choses comme ça. Parce que là, je trouvais que ça a un peu restreint. Il y avait Pogacar et des Français, et puis voilà quoi. Ça manque d'invités autres d'autres nationalités, je trouve. C'est vrai qu'on n'a même pas eu de filles cette année, c'était assez surprenant hein, quand on a découvert justement qui venait à la cérémonie. On a juste vu Cédrine Kerbaol et une athlète paralympique, mais pas de filles, ni Lotte Kopecky, ni Demi Vollering, pardon. C'est vrai que c'était assez surprenant. Et donc voilà, on était un peu déçus de ne pas voir de filles. Comment tu l'as ressenti cette cérémonie, toi, Charles? T'étais sur J'étais place? content. Moi, l'année dernière, j'étais là en tant qu'invité. Il n'y avait pas Vingegaard qui a remporté la cérémonie. La Pogacar est venue. Lotto Kopecky était en stage avec son équipe SD Works, donc elle a laissé un message. La vraie scène était à la Track Champions League. Donc ouais, ça manque d'équipiers. Après, c'est que la deuxième cérémonie en réel, donc c'est normal aussi qu'il y ait des ajustements à faire. On va vous faire un tour des des résultats du vélo d'or justement. Tadej Pogacar s'impose forcément pour le vélo d'or homme. Chez les femmes, c'est Lotte Kopecky qui s'est imposée. Une victoire assez neutre aussi, même si les sondages étaient assez serrés. Il y a eu pas mal de débats, hein, notamment parce que Demi Vollering n'avait pas gagné le Tour de France, donc elle n'était pas non plus favorite. Numa Doma, du coup, pouvait prétendre à ce titre aussi. On a eu aussi le trophée Eddy Merckx qui récompense le meilleur classic man de la saison. C'était donc Tadej Pogacar qui l'a remporté aussi. Du côté des femmes, trophée classique Eddy Merckx femmes, c'est Lotte Kopecky. Donc deux doublés du côté donc du vélo d'or et du trophée Eddy Merckx. On a aussi Arie Lavressen qui a remporté un beau titre, le trophée Olympique Monde. Il est récompensé pour sa superbe saison, 3 fois champion olympique à Paris. Et 3 fois champion du monde. On a aussi Alexandre Léoté qu'on a eu en interview. On va tout de suite l'écouter, cette interview. C'était vraiment quelque chose de grand. Je pense que je réalise toujours pas parce que là, il y a beaucoup de sollicitations, on n'a pas l'habitude. Donc je pense qu'il va me falloir du temps encore pour digérer tout ça, mais c'était vraiment incroyable. Là, je vais me lancer de nouveaux objectifs avec les valides surtout. Essayer de faire quelques courses avec eux en élite et pourquoi pas tirer mon épingle du jeu. On verra bien comment ça se passe, mais c'est l'objectif de l'année prochaine en tout cas. Ouais, Charles Léoté, il nous dit clairement là qu'il veut courir avec les valides. C'est une déclaration choquante ou pas pour toi? C'est un beau défi après ces 2 titres à Paris. Là, son prochain objectif, c'est les championnats de France qui commence le 3 janvier. Après, à voir parce qu'il va falloir qu'il réadapte son entraînement et c'est un gros défi. Il a quand même une hémiplégie, donc une paralysie d'une partie du corps. Donc à voir. On a aussi Pauline Ferrand-Prévot qui a remporté le prix Daniel Morellon, un nouveau prix, un prix qui était là l'année dernière, mais Daniel Morellon était là que depuis cette année. Et enfin, 2 autres titres. Le prix Gino Mader, lui, c'est un nouveau prix qui récompense le cycliste engagé en dehors du vélo. Et c'est Luis Angel Maté qui l'a eu, ce prix, pour ses actions, notamment pour l'environnement. On a su qu'après la Vuelta, il était rentré à vélo. Il avait fait 618 km à vélo après 21 jours de course. Parce qu'il ne voulait ni rentrer en voiture, ni en train, ni en avion. Donc c'était un bel objectif et il avait fait un discours très touchant lors du vélo d'or. Un autre coureur qui a reçu un trophée, le trophée Bernard Hinault, qui récompense le titre le meilleur français de la saison, c'est Romain Bardet. On l'écoute à notre micro. Non, c'est une belle marque de reconnaissance de nos pairs, des journalistes qui nous suivent toute la saison. Après, il n'y a pas non plus de fanfaronnage, c'est un prix français, on ne se bat pas pour être le meilleur français, on essaie de créer une dynamique, une émulation et les résultats on connaît le champ des possibles actuellement dans le vélo français et on se motive l'un l'autre et moi je suis le plus heureux quand je vois des jeunes comme par exemple Paul Lapera qui gagne sa première course en World Tour cette année, Valentin, j'ai eu des émotions de voir faire sur les jeux, je crois qu'il y a une émulation, après on se retrouve tous en équipe de France et c'est des choses qu'on partage ensemble parce qu'on vit le même vélo. Je suis optimiste, je crois que chacun aussi, ils connaissent leurs créneaux, leurs forces, leurs faiblesses et moi je suis optimiste tant que pour l'instant on ne met pas trop de Français dans la case de possible vainqueur du Tour avec toute la pression qui va avec, ça me va très bien parce qu'il y a plein d'autres tours dans le calendrier où ils ont des vraies qualités pour briller aussi. Romain Bardet, il nous parle de la relève française avec Paul Lapera et plein d'autres. Hein. Il a cité Valentin Madouas aussi.
On a justement notre troisième partie de cette émission qui, on va essayer de déterminer quel Français on attend au tournant l'année prochaine. Et on a choisi tout d'abord de parler de Romain Grégoire. Oui, alors Romain Grégoire, pour moi, il est clairement à suivre parce que c'est un jeune coureur de 21 ans. Il a prouvé qu'il, même sur les grandes courses, notamment la victoire de l'étape 5 autour du Pays Basque, deuxième à la Coupe Agostini derrière Marc Hirschi, troisième du Tour de Veneti. Donc franchement, moi c'est un coureur que je vais suivre en 2025. Et concrètement, Charles, pourquoi tu as décidé de nous parler de lui ? Je trouve assez complet. Il est capable de figurer aussi bien sur les tours comme le Tour de Pays Basque en une semaine, sur la Coppa Agostini. En plus, il a mon âge, donc quand je faisais des courses, il faisait les mêmes courses, donc c'est T'as déjà impressionnant. couru contre lui ? Non. Ah. Mais je voyais, il était quand même à un niveau supérieur, mais ouais, c'est intéressant de voir son évolution. Deuxième coureur aussi chez la Groupama FDJ, ça va être David Gaudu qui a fait une très belle fin de saison, Maxence. Ouais, bah justement, c'est ça qui m'a encouragé à le mettre ici parce qu'il finit quand même 6ème de la Vuelta, alors qu'il commence la saison, il part de très très loin. Il était là, on s'attendait un peu à ce qu'il redresse un peu son niveau et on a été très très déçus. Heureusement, deuxième partie de saison, il revient bien, donc j'ai l'espoir qu'il ait trouvé la solution à un plan d'entraînement qui lui correspond et puis qu'il puisse performer pleinement l'année prochaine et qu'il fasse pas qu'une demi-saison. Quelle ambition t'as pour lui, pour David Gaudu l'année prochaine ? J'aimerais bien qu'il essaie d'accrocher le wagon des favoris et puis qu'il reprenne son niveau de l'époque où il était avec Pinot, qu'on voit qu'il puisse jouer quelques victoires d'étape, qu'il soit à la bagarre avec les favoris et puis que sur les courses d'une semaine où il n'y a pas les grands favoris, qu'il puisse s'éclater et puis pourquoi pas ramener des victoires parce que Groupama on a vraiment besoin. Tu l'attends sur le Tour de France ou pas, toi ? Ça pourrait être une idée parce qu'au final, Groupama FDJ, ils n'ont pas grand leader vraiment désigné. Donc pourquoi pas le voir, peut-être pas en leader parce que c'est peut-être pas forcément une carte valable et puis très sûre. Mais ouais, j'espère qu'il serait sur le Tour de France. C'est un coureur offensif, c'est agréable toujours sur les routes du Tour. Est-ce que tu penses, Charles, que David Gaudu peut retrouver ses jambes d'il y a 2-3 ans et pourquoi pas nous faire kiffer, nous faire un top 5 sur le Tour de France ou sur un Giro en début d'année ? J'espère, et il l'a déjà prouvé parce qu'il a fait 4e il y a 2 ans. Donc j'espère. Après, vu le début de saison qu'il a fait, je sais pas. Mais en tout cas, on lui souhaite le meilleur. Exactement, on lui souhaite le meilleur. Un autre coureur qui a fait une très très grosse saison, il est champion de France tout simplement, c'est bien Paul Lapéra, celui qui avait tout d'abord commencé près de chez nous sur la classique Loire-Atlantique et chez moi à Cholet. Il avait remporté 2 courses coup sur coup, il avait ensuite remporté une victoire au Pays Basque en World Tour, sa première de sa carrière, et il a fini la saison par un titre de champion de France. Moi je l'attends au tournant, dans une équipe AG2R qui a très 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 bien fonctionné. On l'avait remarqué dans notre tier list la semaine passée. Et une équipe qui a très bien fonctionné, qui va aussi, je pense, encore fonctionner, même si elle a perdu Ben O'Connor. Je l'attends au top niveau, être un coureur renommé de classique et aussi vainqueur d'étapes pendant plusieurs courses à étapes justement. Voilà. Après, je m'emballe peut-être un peu pour Paul Lapéra, mais il est encore jeune, il a ce maillot de champion de France. On sait que le maillot de champion de France, ça peut booster des carrières, booster des coureurs. Qu'est-ce que vous en pensez, lui ? C'est bien d'avoir de l'ambition pour les jeunes coureurs français qui réussissent quand même à s'imposer, mais oui, après peut-être un peu optimiste, mais bon, oui, c'est comme ce que je disais, il y a de quoi avoir de l'espoir, il réussit. C'est peut-être un peu sur des courses à l'usure, un peu comme le championnat de France, qui sera peut-être meilleur, donc les classiques, ouais, comme tu disais. Après, ouais, c'est vrai que ce serait bien qu'il ramène quelques victoires et puis qu'il grandisse un peu et puis qu'on ait des bons coureurs français qui soient capables de jouer avec les autres. Charles, on pourrait en faire une émission un peu plus longue de Paul Lapéra, d'écrire son profil. Mais justement, quelle lignée il pourrait créer Paul Lapéra ? Moi, j'attends, comme l'a dit Maxence, sur les classiques, je pense, parce que sur les courses à l'usure, je l'ai trouvé très fort sur le championnat de France. Il va assez vite au sprint. Donc, pour moi, il a de bonnes chances dans les années à venir. Ou pour une course comme les Strade Bianche, par exemple ? Ouais, pourquoi pas.
Quatrième coureur dont on a voulu parler, il est jeune, encore plus jeune, c'est Paul Sexas. Ouais, c'est même le plus jeune, la plus jeune recrue de l'équipe AG2R cette année. Et donc il passe même pas en Conti, il passe directement avec les pros alors qu'il était qu'en U19 cette année. Il est champion du monde de contre-la-montre alors que c'est pas forcément comment dire, l'épreuve où il est le plus fort, quoi. Il est pas si grand que ça en plus. Non, et puis c'est un très bon rouleur. C'est du coup champion du monde junior, ça parle quand même. Il est très bon aussi sur les courses à étapes, tout ce qui est montagne, tout ça. Il a même gagné le classement général du Tour du Pays de Vaud devant des grands espoirs belges. C'était une course vraiment de renommée internationale. Et puis avec l'équipe de France, de réussir à gagner des grands tours comme ça, enfin pas des grands tours, mais des courses à étapes à ce niveau-là, ça montre qu'il y a quand même de l'espoir. Et puis pourquoi pas, franchement, dans les petits jeunes, c'est un des grands espoirs d'un futur grand sur les grands tours, un futur grand français. Tu l'attends la saison prochaine, mais où ? Je sais pas, j'ai du mal à croire qu'il ait une place dans les grandes courses vu l'effectif AG2R et puis vu le statut qu'ils ont. Maintenant, ils ont même peut-être pas le temps pour faire débuter des petits jeunes. Maintenant qu'ils ont une équipe solide. Mais après, sur des courses françaises, j'espère et j'aimerais qu'ils réussissent et puis qu'ils fassent une saison un peu comme Paul Lapera, quoi, qu'il aille chercher des bons résultats et puis que ça le fasse grandir et puis que d'ici 2-3 ans, on le voit sur le Tour de France. Charles, est-ce que AG2R doit responsabiliser Paul Sexas dès son plus jeune âge, dès l'année prochaine ? Dès l'année prochaine, je sais pas parce qu'il est encore très jeune. C'est bien de gagner en junior, mais après il faut confirmer en élite. C'est pas du tout le même niveau. Donc, mais après c'est un grand talent et on a de l'espoir. Mais pourquoi pas jouer, comme l'a dit Maxence, sur des courses françaises au début. Exactement. Un autre qui devra confirmer, se rassurer peut-être même, c'est Victor Lafay qui a fait une presque saison blanche, un meilleur résultat, 4e du Tour de Guangxi. Oui, alors moi je l'attends beaucoup parce que il y a 2 ans, le Tour d'avant, il a quand même il a gagné une victoire d'étape, la seule victoire française sur ce tour-là. C'était le seul à suivre Pogacar et Vingegaard sur la première étape. Là, il a été blessé la moitié de la saison. Donc j'attends beaucoup ce coureur. Après, on sait qu'il est capable du meilleur comme du pire. Mais dans le meilleur, il est très bon. Donc moi, j'espère qu'il sera à son meilleur niveau en 2025. Et donc pour la saison 2025, justement, tu attends un top résultat. Qu'est-ce qu'il peut faire, Victor Lafay ? Tu l'attends plus sur un tour, sur un tour à étapes, sur une classique Ouais, sur les courses d'une semaine ou alors les victoires d'étape en grand tour. Pourquoi pas ? Donc, ouais. Même sur quelques classiques, ça pourrait être bien que AG2R puisse jouer sur d'autres courses un peu, ça pourrait être cool. Ouais. Et dernier coureur dont on voulait parler, c'est Kevin Vauquelin. Moi, je l'ai choisi, Kevin Vauquelin, parce que je pense que ça va être le réel patron de Arkea. Arkea qui n'a pas vraiment fait de recrutement sur ce mercato. C'est très léger, elle a recruté que des petits jeunes ou des coureurs de son équipe développement. Donc ça va être un peu léger. Et Arkea est classé 19e du classement UCI. Et il va falloir aller chercher des points. Donc moi, Kevin Vauquelin, je l'attends au tournant, justement pour passer un cap, passer encore une étape supérieure et pourquoi pas être le fer de lance d'une équipe Arkea qui se relance et qui arrive à marcher en 2025. On l'a vu sur le Tour de France, il a été très fort sur la deuxième étape. Après, moi je l'attends plus sur des courses d'une semaine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah oui, c'est sûr par contre, il doit avoir une sacrée pression sur les épaules parce que je pense que c'est vraiment une des seules chances de victoire et une des seules chances de points UCI à gagner. Mais c'est vrai que sa victoire sur le Tour de France cette année, ça donne de l'espoir. Et puis, je pense que oui, comme je disais, la pression, il doit l'avoir. Mais j'espère qu'il en fera bon usage et puis qu'il ira sauver cette équipe française. Et toi, Charles, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, il m'a impressionné sur le Tour. Il gagne la deuxième étape. Au dernier chrono, je crois qu'il fait 7e. Même en milieu de tour, il fait une échappée, il lâche tout le monde. Il se fait rattraper par le peloton des favoris. Mais franchement, il m'a impressionné cette saison.
Et donc, en 2025, ça sera vraiment le patron de Arkea. Et ils vont devoir compter sur lui parce que Arnaud Desmar et Florian Sénéchal, cette année, c'était dur. Il s'était lancé l'année dernière au Tour de Bessèges. Pourquoi pas refaire la même chose? Il avait échoué sur la 2e place, juste derrière Mats Pedersen. On a choisi ces 6-là parce qu'on s'est réduit à 6 de chacun. Mais on aurait pu parler de nombreux autres. Guillaume Martin, dont Lilian, qui sera sur l'émission de la semaine prochaine, voulait nous parler. Il y a aussi Alaphilippe, dont on aurait pu parler, mais on va lui dédier une émission. On va dédier une émission à la Tudor, vraiment. Et puis après, il y en a plein d'autres, des petits jeunes. Il y a Lenny Martinez. Comment Madouas va-t-il aussi. rebondir à la Bahreïn quand même? Ça va être intéressant de voir ça. Madouas, tu en parlais, il a fait une saison... Correct, une 2e place sur les jeux, je pense que c'est quand même pas mal. Mais après, c'est les courses où Je on trouve l'a. qu'il a fait une saison à l'image de Groupama un peu Ouais. décevante. Sur les classiques, il était là. Après, avec la Celui- domination de Van Der Poel et Pogacar, tu peux rien gagner. Mais il était quand même présent avec Laurent Spiti, chef DJ sur les classiques. Donc, à voir. Exactement, les Français vont être nombreux à suivre, et aussi Romain Bardet, on verra, il finira sa carrière sur le Dauphiné, ça va être intéressant de le suivre jusque-là. En tout cas, vous pouvez nous suivre sur Le Grand Plateau, notre site internet Le Grand Plateau, sur aussi tous nos réseaux sociaux. En tout cas, merci d'avoir été là. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas aussi à mettre le like et à vous abonner. Merci Maxence, merci Merci Charles, Hugo. Merci à toi. et puis on se dit à la semaine prochaine.